Le Mali traîne l'Algérie devant la Cour internationale de justice. Oui, vous avez bien entendu. Un pays africain ose défier frontalement un poids lourd régional, et cela pourrait bien changer l'histoire. Restez jusqu'à la fin, car après la vidéo vous découvrirez une analyse en profondeur qui révèle pourquoi cette plainte est bien plus qu'un simple dossier juridique. C'est peut-être le début d'une révolution africaine. Le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique de la Liberté, dirigé ce collectif par Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, se tient à la disposition de tout pays africain qui veut porter devant les juridictions internationales les causes légitimes des populations africaines spoliées, meurtries, blessées, pillées. C'est dans ce cadre que les avocats de l'Institut de l'Afrique de la Liberté ont accepté de se constituer pour la défense du pauvre Mustapha Banga, assassiné en septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger. Oui, l'affaire est à l'examen. Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr et ses compagnons, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Iou, sont à l'œuvre dans le dossier. L'Institut de l'Afrique de la Liberté se tient disponible pour tout État africain qui, comme le Mali, comme le Niger, parce que le Niger a donné mandat aux avocats de l'Institut de l'Afrique de la Liberté pour assister la famille Banga. Oui, donc dans ces conditions-là, il faut que les Africains se réveillent partout. Il faut que la lâcheté africaine recule. Il faut que les Africains et les Africaines arrêtent de raser les murs de la planète. Défendons crânement nos droits. Défendons crânement nos droits. Arrêtons de nous réfugier dans la fausse solution de la peur. La peur ne sauve personne. Les milliers, les centaines de milliers de victimes du terrorisme avaient peur. Ça n'a pas empêché que l'on pose des actes terroristes contre elles. La peur ne sauve personne. Elle ne sauve ni les peureux ni les non-peureux. La peur ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la lutte. Ce qui sauve, c'est la lucidité. Ce qui sauve, c'est le courage. Ce qui sauve, c'est l'effort, le travail. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Et là, voilà le Mali qui montre le chemin. Pendant qu'il y a des malins qui passent leur temps à vouloir saboter la révolution malienne. Des espions infiltrés pour monter des coups d'État néocolonialistes. Voilà le Mali qui montre encore le chemin aux Africains. Venez encore dire que ce que le président Goïta vient de faire là n'est pas bon. Nous publierons bientôt notre livre sur les grands pas de la révolution malienne, du Mali Koura, sous le leader Assimi Goïta. Ça fait partie des grands pas. Prendre l'Algérie, la mener au tribunal. Il y a des gens qui pensaient que ce n'était pas possible. Que les gros yeux d'Abdelmajid Tebboune effraieraient les dirigeants d'Afrique subsaharienne. Oh que non. Assimi Goïta lui dit au tribunal. On va au tribunal, là-bas. Si tu ne viens pas, comme je vais déposer les preuves, tu seras condamné par défaut. Si tu viens, comme j'ai les preuves, tu seras condamné en présence. Donc tu perds ou tu perds. Là-bas, à la Cour internationale de justice. Soutien total aux avocats de l'État du Mali dans cette affaire. Une fois de plus, je dis à l'État du Mali, si vous avez besoin du soutien de notre collectif, nous le mettons à votre disposition. Il faut que ce soit une marée d'Europe noire, extraordinairement spécialisée, qui débarque à la Cour internationale de justice. Nous avons la capacité de mobiliser cette marée d'Europe noire. Moi, votre serviteur, je bénéficie, moi tout seul, de plus de 10 avocats qui se sont constitués spontanément pour me défendre. Le Mali doit être là-bas, même avec 200. Il faut que ce soit même 200 avocats qui sortent pour défendre le Mali. Parce que la défense du Mali, c'est notre défense. C'est la défense de l'Afrique. Le Mali, c'est la prunelle des yeux de la révolution africaine actuelle. Il faut que cette affaire, les minutes de ce procès, doivent être retransmises en mondovision. Ça doit être un feuilleton. La démonstration de la duplicité algérienne. Nous allons mettre à la disposition de cette affaire tous nos moyens de communication. Nous allons analyser le moindre détail du procès. Nous serons à l'écoute des minutes. Tous les éléments croustillants de ce procès feront partie de la thérapie, le soin africain. Parce que c'est ça qui guérit l'Africain de la lâcheté. Il faut déguster les actes positifs. Il faut les observer. Il faut en tirer toutes les leçons. C'est comme cela qu'on redevient pleinement humain. Le Mali, à travers le président Goïta et ses compagnons, pose un acte de thérapie psychologique collective des Africains. Les Africains se sentent mieux quand il y a des dirigeants qui se comportent comme ça. Vraiment, quand on marche là, on respire, on est content. Quand on mange, on a encore plus d'appétit. Oui, quand on a des dirigeants comme ça. Pas des dirigeants farfelus comme Biya Paul du Cameroun, ou Ouattara Draman, ou Talon Patrice, ou Bazoum Mohamed. Pas des dirigeants farfelus comme ça. Je parle de vrais dirigeants, comme le président Goïta.
Il a fait ça, il a assis. Et quand il fait ça, il fait que nous aussi, on s'assoit bien. On est calé comme ça dans nos chaises. On dit, ouais, celui qui a affaire à nous, il sait qu'il a affaire à des hommes. Laurent Gbagbo a dit un jour, le plus important dans l'action politique pour l'Afrique, c'est que quand tu as fini de poser un acte, quand tu passes, celui qui te voit là, il doit dire, voilà, ça c'est un homme qui passe. Oui! J'adore beaucoup cette image du président Gbagbo. Il dit, en politique là, tu dois agir de telle façon que quand tu passes, même si c'est en caleçon que tu passes, hein, on dit, voilà un homme. Et c'est ce que le président Goïta est en train de faire. C'est ce que le président Traoré est en train de faire. C'est ce que le président Tiani est en train de faire. Comment vous faites pour les détester? Je parle des Africains. Comment même un Africain normalement constitué, avec un cerveau relativement sain, peut-il détester ces hommes sans être en réalité suicidaire? C'est-à-dire s'auto-détester, se détester lui-même. Comment tu ne peux pas t'aimer mieux quand tu vois des dirigeants qui défendent les intérêts de leur peuple avec autant de courage? Comment tu peux ne pas être fier, africain? Je me pose souvent cette question. Eh bien, cette plainte contre le régime corrompu, criminel, le régime terroriste d'Algérie, cette plainte est un acte de thérapie collective pour les Africains. Marchons avec le même courage que les Maliens d'aujourd'hui. Et disons aux Maliennes et aux Maliens, c'est une chance inouïe d'avoir des dirigeants de cette trempe. Pour vous, pour nous, à Bamako. Tout n'est pas parfait. Le Mali n'est pas le paradis sur terre. Il y a du travail à faire pour ramener la prospérité à la totalité de notre peuple. C'est vrai. Mais ce travail est à l'œuvre. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui s'inquiètent pour leur peuple. Vous pouvez ne pas aimer leur tête. Vous êtes obligé quand même de saluer leur œuvre. Muna Nyongo Abu Kite Owa Bambele Mokoda. Dit la langue Douala, mon pays natal. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Quand on regarde ce que les Biya font, les Sassou font au Cameroun, au Congo, les Oligui font au Gabon, on regarde ce que fait Talon au Bénin, ce que fait Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Sénégal, ce que se fait Ouattara en Côte d'Ivoire. Quand on regarde ça, c'est la nuit. Quand on regarde ce que Assimi Goïta, Traoré Ibrahim et Abdourahmane Tiani font au Sahel, là c'est le jour. Oui, la nuit d'un côté, le jour de l'autre. Ayons le courage de saluer la lumière quand elle brille. Il ne faut pas que la lumière vienne et que les hommes ne la reconnaissent pas. Elle est là. Elle est dans la révolution sahélienne, qui est la pointe avancée du javelot de la révolution africaine. Qu'ils soient bénis, nos dirigeants. Vraiment qu'ils soient bénis. Je n'ai pas de mots pour saluer cette plainte et que cette plainte en accouche d'autres. Je rappelle à tous les États africains qui le veulent que moi, Nyamsiwa Cameroun, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, association légale de droit malien basée à Bamako, j'ai à ma disposition une équipe d'avocats compétents, une horde de docteurs en droit et de maîtres des prétoires pour toutes les plaintes internationales des Africains. Que personne, qu'aucun État ne dise on n'a pas été conseillé. Qu'aucun État ne dise on ne peut pas le faire. On doit le faire. Il est temps de battre le fer de la vérité et justice, car il est chaud. Hikijam Ligwengen. Chaque chose a son temps. L'annonce de la plainte déposée par le Mali contre l'Algérie à la Cour internationale de justice n'est pas un simple fait divers diplomatique. C'est un séisme. Et comme tout séisme, il a plusieurs répliques possibles. Pour comprendre ce moment, il faut l'aborder sous plusieurs angles, le contexte historique, la bataille juridique, les dimensions politiques et géopolitiques, la portée psychologique et symbolique, et enfin les conséquences possibles pour l'Afrique. Depuis les indépendances, les relations entre États africains ont souvent oscillé entre solidarité affichée et rivalité masquée. L'Algérie s'est présentée comme une puissance révolutionnaire et un soutien aux luttes d'émancipation, mais elle a aussi joué un rôle ambigu dans plusieurs crises régionales. Le Mali, de son côté, vit depuis 2020 une rupture nette. Rejet des tutelles extérieures, affirmation souveraine et volonté de tracer sa propre voie. C'est dans ce contexte qu'il décide de recourir au droit international. Et ce choix est révolutionnaire. La bataille juridique qui s'ouvre est capitale. Jusqu'ici, les États africains utilisaient peu la Cour internationale de justice pour régler leurs différends. Ils s'en remettaient aux médiations régionales, souvent contrôlées ou biaisées. Le Mali, en déposant cette plainte, crée un précédent. Il internationalise son conflit avec l'Algérie et place la question dans une arène où le langage du droit prend le pas sur celui des rapports de force militaires. Il montre que la lutte africaine peut se jouer dans les tribunaux mondiaux, avec ses propres avocats, ses propres arguments, sa propre légitimité. C'est ici que l'Institut de l'Afrique de la Liberté prend toute son importance, en incarnant cette volonté d'appropriation juridique du destin africain. Mais au-delà du droit, cette plainte est un acte politique majeur. L'Algérie est un acteur puissant,
membre de l'OPEP, disposant d'une armée forte et jouant le rôle de médiateur dans plusieurs crises. Oser l'affronter est un défi. Cela signifie que le Mali n'a plus peur, qu'il assume de contester l'autorité de son voisin du Nord et qu'il envoie un message clair au reste du monde, l'Afrique subsaharienne ne se laisse plus intimider. Ce geste pourrait inspirer d'autres pays. Si le Mali ose défier l'Algérie, pourquoi pas d'autres États face à d'autres puissances, régionales ou coloniales? Ce geste a aussi une portée psychologique immense. Pendant des décennies, les peuples africains ont vécu dans une résignation imposée. Peur des coups d'État, peur des répressions, peur des puissances étrangères. Mais cette peur, comme le rappelle le discours, n'a jamais protégé personne. Le Mali, en allant au tribunal, ouvre une autre voie, celle du courage. Il ne s'agit pas seulement d'une plainte juridique, mais d'une thérapie collective. Les Africains se disent qu'il est possible de se défendre, que nos droits comptent, que nos voix portent. C'est un renversement symbolique puissant qui transforme l'image de l'Afrique dans le regard qu'elle porte sur elle-même. Les conséquences possibles sont nombreuses. Si la CIJ accepte le dossier et instruit la plainte sérieusement, ce sera une victoire symbolique immense pour le Mali et pour l'ensemble du continent. Même une condamnation partielle de l'Algérie serait un tremblement de terre politique. Si la plainte est rejetée ou étouffée, Bamako pourra toujours dire « Nous avons essayé par le droit, mais le système est biaisé ». Et cela nourrira encore plus la contestation de l'ordre international actuel. Enfin, si d'autres États suivent cet exemple, une vague de plaintes africaines pourrait émerger, visant aussi bien des voisins que des puissances coloniales ou néocoloniales. Ce serait une révolution juridique panafricaine. Il existe toutefois des risques. L'Algérie pourrait réagir par des représailles économiques ou diplomatiques. Les puissances extérieures pourraient chercher à diviser les États sahéliens. La stabilité régionale pourrait être fragilisée. Mais le choix du Mali est clair, il préfère risquer le conflit que de rester dans la soumission. Ce geste transforme la perception du Sahel. Alors que beaucoup de pays africains vivent encore sous la domination de dirigeants perçus comme corrompus ou soumis, le Mali, le Burkina Faso et le Niger offrent une alternative. Celle de nations qui cherchent à se libérer par elles-mêmes avec courage et détermination. Cette plainte contre l'Algérie est plus qu'une confrontation diplomatique. C'est une affirmation d'existence. C'est un cri qui dit « Nous sommes là, nous défendons nos droits ». Au fond, ce procès potentiel n'est pas seulement une affaire de frontières ou d'ingérence. C'est une bataille pour l'âme de l'Afrique. Une Afrique qui peut choisir la peur et l'inertie, ou une Afrique qui choisit la lutte, le courage et la justice. Le Mali a choisi. Et ce choix oblige les autres à se positionner. Voilà pourquoi cette plainte n'est pas un détail, mais une étape majeure de la révolution sahélienne. Elle est lumière dans la nuit. Elle inspire, elle donne force, elle soigne les blessures d'un continent trop longtemps meurtri. Et c'est pour cela que ce moment mérite d'être regardé, compris et salué.